Bonjour à tous, bienvenue dans Talk Show, l'émission 100% santé mentale où l'on ose parler de troubles psychiques. Et aujourd'hui, on va parler de bipolarité avec notre invité qui est Rodolphe Viémont. Salut Rodolphe. Salut. Ça va? Oui. Tout va bien? Oui. Toi, tu es atteint de bipolarité, donc on va revenir un petit peu sur ton histoire. Et puis, à travers cette émission, on va aussi parler avec Annabelle de quoi? Qu'est-ce qu'on va parler? Eh bien, de son. On va voir un petit peu une partie c'est un projet un peu de grande envergure, un projet artistique. C'est un parcours qui a lieu à Versailles, une œuvre artistique sonore et physique, donc vous allez voir un petit peu. Et là, on va se concentrer vraiment sur la partie son, avec un gars hallucinant, un créateur de son qui s'appelle Charles-Édouard de Surville, un passionné. Donc, voilà, joli nom déjà, hein, oui. Charles-Édouard de Surville. C'est chic, hein? Magique. Charles-Édouard de Surville, à Versailles, ça envoie du pâté. Voilà. Et avec toi, Stéphane, on va parler des bienfaits de la spiruline. Oui, et de bien-être et d'alimentation équilibrée, puisque c'est un aliment qui a été nommé super aliment, meilleur aliment du 21e siècle par l'OMS. On va voir pourquoi, on décrira ses vertus potentielles. Tu connais la spiruline, Rodolphe? Oui, j'en ai pris un petit peu. Il faut juste faire attention, ça excite un peu pour les phases maniaques. Ouais. C'est pas idéal, mais c'est un produit, c'est un bon complément alimentaire. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler tout de suite de ton métier déjà. Tu es réalisateur. Qu'est-ce qui a fait que tu as été attiré par ce métier? Ça a été un coup de foudre à 20 ans. J'étais engagé dans des études d'ingénierie en mécanique et j'ai vu un film de Fritz Lang, un film introuvable à l'époque de Fritz Lang. J'ai vu ça et 4 mois après, j'ai étudié le cinéma à Paris, j'ai tout arrêté et voilà. Et quelques années plus tard, donc, tu viens ici pour nous présenter ton très beau film documentaire pour Ernestine. C'est un documentaire intimiste où on te suit, t'entends lutter contre tes démons. Est-ce que tu peux pitcher? Je sais que c'est un petit peu difficile comme question. Est-ce que tu peux pitcher ce film documentaire? Je dirais que c'est un film sur comment la naissance de ma fille et la relation que j'ai avec elle a changé la manière dont je perçois ma maladie et mon travail artistique. Et donc Ernestine, Voilà. c'est le prénom de ta fille. C'est le prénom de ma fille, oui. Ce que je vous propose, c'est de regarder la bande-annonce. Ernestine est la petite fille la plus gentille du monde. Quel bonheur d'aimer cet être doux, déjà juste. Quelle chance de se sentir aimé ainsi, sans jugement, avec évidence. Psychiatriquement, on peut dire que je suis stabilisé. Aucune crise à déplorer depuis 2011. Ma thérapie, les médicaments et ma vie auprès de Laurence sont les artisans de cette accalmie. Construire une famille tabula rasa était un désir absolu pour moi. Rebâtir, les pieds dans la glaise, le regard vers le ciel. Briser le schéma, se poser en génération zéro. Je m'attendais à être bouleversé par ta naissance. J'espérais naître. Je meurs. Alors, ce n'est pas ton premier film documentaire, on le voit d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a eu Humeur liquide, tu parles de ton couple avec Laurence, ton épouse également bipolaire, et pour Ernestine, c'est la suite? Oui, c'est la suite directe. En fait, Humeur liquide questionnait faisait état de notre questionnement sur la probabilité de transmettre la maladie à Ernestine, et donc tout ce chemin qui a été fait pour nous, chez nous, dans la concrétisation ou pas de cet enfant. Et quand cet enfant est arrivé, il a en fait rebattu toutes les cartes, pas du tout comme je le pensais. Et je me suis dit, il faut faire un deuxième film dans la foulée, quoi. Et donc, pour quelle raison, justement, tu as réalisé ce film? Le deuxième? Le deuxième, pour Ernestine. Le deuxième, c'est une vraie catharsis, vraiment. Autant Humeur liquide, j'ai cherché à faire partager tout ce que j'apprenais sur la maladie et comment composer avec elle. Humeur liquide, c'était un acte très égoïste. Pour Ernestine, c'était un acte très égoïste. C'était vraiment une manière, moi, de me poser avec cet enfant, voir comment maintenant j'allais faire. Maintenant que tout était différent, comment j'allais me dévatouiller et comment j'allais me dévatouiller dans mon art. Et alors,
tu dis pour Ernestine, c'est un film documentaire assez égoïste, mais finalement, est-ce qu'il est destiné aussi à d'autres personnes? Parce que je le disais en prémisse, tu es parti, tu as fait des ciné-débats dans toute la France. Finalement, c'est pour d'autres personnes. Et il y a un magazine, je ne sais plus lequel, qui disait c'est tellement intime que ça en devient universel. Et en fait, je crois que c'est parce que j'ai été très très loin dans cet intime que ça peut parler à tout le monde et que ça parle aux gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu l'as vu toi aussi, Annabelle, c'est vraiment ce qu'on a ressenti. On se sent touché parce que l'enfant, ça touche tout le monde finalement. Est-ce que, avant d'avancer plus loin, tu pourrais nous donner ta définition de ta maladie, la bipolarité ou trouble bipolaire? Il y a plusieurs façons de le nommer. Oui, ou psychose maniaco-dépressive, comme on disait avant, ou le terme que j'aime le plus, qui est du 19e, qui est folie circulaire. Parce qu'il y a vraiment cette idée de cycle. Donc justement, la bipolarité, c'est une alternance sur un rythme pas forcément régulier entre des phases hautes, qu'on appelle des phases maniaques, qui sont des phases d'excitation, très souvent euphoriques, pas toujours, et des phases basses, qui sont des phases de mélancolie et non de dépression. Il y a une différence entre la mélancolie et la dépression. Et la mélancolie, c'est vraiment une dépression très importante où le sujet s'efface complètement, quoi. Voilà. Et ça tourne, les phases s'enchaînent. Il y a souvent, il y a des intervalles libres, ce qu'on appelle au milieu, c'est-à-dire des moments calmes. Quand est-ce qu'a eu lieu ta première dépression? À 12 ans. En 88, suite à un événement traumatique, une agression au collège. Donc c'est là où la maladie s'est déclenchée. Et puis après, ça s'arrête. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et dans le documentaire, tu dis que tu étais stabilisée. Oui. Jusqu'en 2011. Oui. Et après, la naissance d'Ernestine arrive. Et là, ça bouleverse tout justement cet équilibre. C'est-à-dire que avant, je vivais dans un sentiment un peu doloriste avec mon art. Il y avait quelque chose de... Je souffre, mais c'est pas grave parce que je l'utilise pour créer. Et vraiment, je me suis construit comme ça. Et à partir du moment où Ernestine est arrivée, elle m'ôtait en fait la chose qui est la plus importante pour l'être humain, qui est à mon sens la possibilité du suicide. Et cette chose étant ôtée, ça remettait tout en question. Et mon travail, et ma vie, et la manière dont il fallait que je me place vis-à-vis d'elle. Et donc j'ai tenté de baisser les médicaments à ce moment-là, parce que justement je voulais retrouver cette énergie, mais plus dans une énergie malsaine, je voulais vraiment être plus apaisé. Et c'est à ce moment-là que j'ai refait une crise maniaque très importante. Voilà, j'ai immédiatement. Et qui a duré un an? Non, qui a duré, oui, enfin... Parce que dans le documentaire, tu parles de justement cet anniversaire où on voit Ernestine souffler ses bougies. C'est un an et que là, il y a eu un moment où une autre chose s'est déclenchée. Le moment où tout s'est vraiment mis en place dans ma tête, c'est quand elle m'a dit non pour la première fois, en fait. Parce qu'à ce moment-là... On voit d'ailleurs dans le documentaire. Hein? Dans le documentaire, vous dites non. Elle le dit, non. ouais. Bon, c'est pas le vrai nom, évidemment, hein, il est refait. Mais elle le fait très bien. Mais elle le fait très bien, elle le fait très bien. Elle est Mais c'est quand elle dit non, en fait, elle se pose en sujet libre face à moi. Et justement, elle n'est plus dans quelque chose de fusionnel comme on peut avoir avec ses enfants. Elle se place vraiment dans une altérité. Et tout d'un coup, c'est quelqu'un à qui j'ai affaire, à qui je dois rendre des comptes. Et là, vraiment, ça change tout, en fait. Ça change tout parce que elle ne fait plus partie de moi. Elle est partie de moi. C'est un individu. C'est un individu, c'est un sujet. Entière. C'est un sujet lacanien, on va dire. Alors, dans ce film, tu parles beaucoup de nombreux artistes souffrant de ce même trouble, associant justement la créativité à la souffrance psychique. Tu dis même, je te cite, par rapport à la narration, au texte que tu as écrit d'ailleurs, « Depuis toujours, j'écris par rage, je crée pour évacuer le mal ». Qu'est-ce que tu as voulu dire précisément? Je pense que c'est évacuer... En fait, c'est quelque chose de l'ordre de la récompense. C'est-à-dire que c'est pas grave si je souffre, si je peux en faire quelque chose. Et dans l'acte de création pris dans ce dolorisme, il y a vraiment quelque chose d'expulser le mal, de le sortir, d'en faire quelque chose, et d'en faire quelque chose d'utile et de bien, qu'on n'ait pas souffert pour rien. Voilà. Et ça sort du corps, c'est très physique en fait. Mais ça fait du bien de ne pas souffrir et de créer quand même. C'est ce que je disais hier soir en salle, c'est à un moment,
j'ai posé cette volonté d'extraire mon travail de la souffrance comme un acte fondateur. C'est pas quelque chose qui s'est fait tout doucement. C'est à un moment, avec Ernestine, j'ai dit, là c'est terminé. Je change de registre, je fais autre chose et je travaille différemment. Parmi les artistes que tu cites, il y a Kurt Cobain, Ouais. Mano Solo, qui sont donc des artistes qui ont cette souffrance-là, la même Alors souffrance. Mano Solo, je le cite dans le film pour autre chose, il n'était pas bipolaire, Mano Solo. Mais Kurt Cobain, Shostakovich, John Coltrane, Schumann. Charlie Parker, Schumann, Rachmaninoff, Van Gogh, Nicolas de Staël, enfin la liste est pléthorique. Hein. Ouais. Comment est-ce que tu as choisi toutes les musiques de ce film documentaire? Parce que ça commence par une sorte de... Alors, je ne connais pas, moi, cette chanson, c'est un rock alternatif français. Les années 80, ouais. Et après... Sur l'alcool. Sur l'alcool. Voilà. Après, on poursuit avec une musique qui, j'imagine, qui a été composée pour le film. Alors, en fait, il y a des musiques additionnelles qui font partie de mon univers. J'ai un univers assez rock, donc elles sont vraiment... Ouais, on voit les chaussures, je ne sais pas si on peut... Ouais, non, elles sont prises là-dedans, voilà. C'est aussi ma jeunesse, c'est comme ça que je me suis formé. Et puis il y a une musique composée pour le film par Anja Lechner et François Couturier, qui a été faite à l'image près. Et ils sont deux très beaux solistes qui travaillent ensemble et moi je trouve qu'ils ont fait un joli travail. Tu les as accompagnés dans cette création musicale? Oui, enfin, on se connaissait depuis quelques années, on avait envie de bosser ensemble. Ça n'a pas été facile parce que c'est des artistes qui sont chez EMI, Oui. donc ça a été compliqué à mettre en place. Mais ils sont arrivés, ils avaient déjà bossé, ils ont fait le truc en studio, ça calait parfait dessus, c'était un moment. Mais de toute façon, on est guidé par cette musique tout au long du film documentaire. Et par la voix de Robinson. Et qui est exceptionnelle. Magnifique. Et d'ailleurs, Annabelle pensait que c'était toi. Oui. La voix. Non, Et je lui dis non, 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 c'est non. vrai. Ouais, ouais. Je pense que ça collait bien, en fait, non? Ouais. Bah, c'est mon texte, évidemment, Oui, oui. hein, c'est évident. Mais non, c'est... On l'écoute, il a un grain. On a enfermé Robinson toute une journée en studio. Et on a passé 10 heures à enregistrer le truc. Avec un coach qui était là pour ça aussi, pour nous aider dans le... Et il fait ça très bien. Mais oui, enfin, on est tellement pris dans le truc qu'on ne se rend pas compte, parce que des fois, je parle dans le film. Il y a notamment des séquences de cinéma direct avec la psychanalyste et le psychiatre, où là, je suis dans le film, j'interviens, c'est ma vraie voix. Et en fait, on ne fait pas attention à ce changement de voix. Non, ça ne choque absolument pas. Et après, on arrive justement après ce nom d'Ernestine, où la vie prend un autre sens pour toi, où justement on arrive dans cette musique un peu plus folklorique, plus traditionnelle, on va dire. Et donc, tous ces choix, ça a été créé tout seul. Enfin, c'est toi qui as décidé tout seul, ou comment ça s'est passé? Bon, il y a toujours quelques, je ne vais pas dire des contraintes, mais quelques choix aussi qui viennent de la production et puis de la matérialité de la chose. Mais c'est sûrement le film sur lequel j'ai été le plus libre. Ce film, je l'ai commencé tout seul. Après, le producteur est intervenu, puis les chaînes sont intervenues. Tout a été fait à l'envers, en fait, du processus normal. Et de ton processus normal? Du processus normal. D'accord. Où finalement, avant, tout est écrit. Et on tourne ce qui a été écrit, ou on finance avant de tourner. Là, tout était à l'inverse. Et ça m'a donné une liberté de ton et une liberté de faire. Je ne sais pas si je retrouverai un jour, parce que là, j'ai vraiment... Le film, c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas, c'est le film dont je suis le plus content, parce que c'est celui vraiment sur lequel j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà. Art et créativité, c'est ce dont on va parler avec toi, Annabelle. Oui, art et créativité. Avec justement des sons. Avec des sons, bah oui, parce qu'on parlait de sons. On dit souvent que la musique permet de s'exprimer, c'est un langage, ça adoucit les mœurs, effectivement. Donc là, je vous emmène, en fait, c'est un projet artistique, une création artistique proposée par le Château de Versailles en partenariat avec l'association Art Convergence. Plus d'une centaine de personnes en situation de handicap psychique, accueillis par le Centre hospitalier de plaisir et l'œuvre Falleret, participent à ce programme. Alors, c'est un projet artistique de grande envergure, orchestré par Charles-Édouard de Surville et Virginie Assef. L'objectif étant créer une œuvre hallucinante au Château de Versailles, notamment à l'Orangerie, au jardin, dans l'espace de l'Orangerie. Oui. Donc, ce serait une œuvre physique et sonore. Alors, je vous avais déjà montré un atelier d'art plastique. Vous aviez vu des petites... ils faisaient des petites créations en 3D, c'était un peu doré. Donc là, on a vu ça. Et maintenant, je vais vous emmener dans la partie sonore avec Charles-Édouard de Surville. Parce que les deux sont liés. Les deux sont liés et ça va faire un projet.
Et donc là, ça s'appelle D'un commun accord, l'œuvre. Et je vous emmène un petit peu voir. Mais avant de voir le sujet, je vous explique, parce que des fois, c'est pas probant dans l'image. Vous allez voir qu'au début, le meneur, donc Charles-Édouard, fait comme ça sur un petit capteur. C'est simplement qu'en fonction du mouvement de la main, le son change. Il fait pas comme ça. Il n'est pas en chef d'orchestre, en fait. C'est vraiment un son qui bouge. Donc là, il y a une personne qui s'occupe de cet instrument-là, et d'autres personnes sont sur des tablettes, et chaque bouton correspond à un son. Donc je vous explique vulgairement, parce que je ne voudrais pas gâcher le travail de Charles-Édouard, mais c'est pour un peu comprendre quand on n'est pas musicien. En gros, il s'est inspiré, il a repris la partition de l'Hiver de Vivaldi. Il a pris toutes les notes. Imaginez toutes les notes sur les portées, vous les prenez, vous les lancez en l'air, et elles retombent sur chacun des boutons, voilà, en gros. Et ça permet à chaque personne de faire sa propre musique sans être musicien. Donc, on regarde le sujet, puis après, je vous explique ce que ça va devenir. C'est tout doux. Alors, le point de départ, c'est vraiment l'envie de faire participer des résidents à un projet artistique, mais en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire que ce ne soit pas vu comme une sorte d'art-thérapie. Et c'est pour ça que ça répond à un objectif très ponctuel à la fin, de restituer ce travail au travers d'une installation sonore. Ok, donc toi tu es de là à là. C'est-à-dire que c'est le matériau musical qu'on aura élaboré ensemble qui va vraiment servir de socle à cette installation sonore. Tu sais que tu les as, tu les gardes et tu peux déjà faire. Donc là, l'idée, c'est de tout simplifier pour qu'on puisse, sur un cadre réduit, développer de la liberté, de la créativité et donc développer sa propre technique, en fait. Et donc c'est ça qui vraiment fait, pour moi, l'enjeu de ce travail. J'insiste là-dessus, ce n'est pas qu'une notion de plaisir et de passer un bon moment. C'est aussi pour tout le monde le fait de pouvoir à un moment donné se voir dans un objet qui est le résultat d'un travail qu'ils ont fait toute l'année et qui est perçu bien ou mal, mais par d'autres personnes. Moi, si je fais cette pièce avec eux, c'est parce que je sais qu'elle sera mieux que si je la faisais tout seul. Voilà, donc c'est un gars hallucinant, il est passionné. D'ailleurs, quand on est arrivé, il avait déjà fait une séance avant, il était crevé. Donc il faut savoir qu'ils sont en création permanente. C'est pas un atelier où on fait joujou, on appuie sur des boutons, il y a du son qui sort. Non, non, c'est parce que tout le son qu'il crée en atelier va être après repris et diffusé dans ce parcours artistique. Et donc il commence en pull et il finit en t-shirt, complètement. Non mais il est complètement dedans, quoi. Et même nous on le regardait, il est complètement dans son monde. D'énergie. Mais il est en création. Pour le coup, on n'est pas du tout dans un atelier. Et donc ça continue parce qu'avec le Covid, ils devaient faire ça au château de Versailles. Donc ils ont été accueillis à l'hôpital de Plaisir. Et ils continuent. Alors maintenant, les sons sont enregistrés. D'ailleurs, on a des petits extraits. Peut-être qu'on les écoutera tout à l'heure. L'idée maintenant, c'est qu'il a récupéré les sons. Et maintenant, il va avec l'aide d'un ESAT. Donc on reprend ces idées d'ESAT. Donc c'est des établissements et services d'aide par le travail. Ils vont construire des monolithes en bois. Donc des grosses structures en bois avec des cordes, vous savez. Et en fait, ils vont diffuser. Le bois va faire caisse de résonance. Et le son va être encore différent en fonction du temps, en fonction du passage des gens, en fonction de tout ça. Donc ça va être vraiment un parcours insolite avec... voilà, donc il faut y aller, il faut aller voir. Évidemment, donc, ce sera en septembre, donc on ira aussi filmer, voir ce que ça donne, parce que moi j'ai hâte de voir ce que c'est, parce qu'on ne sait pas trop encore. C'est complètement... Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une œuvre... On permet à des personnes qui n'ont pas forcément accès à la musique de créer un truc de grande envergure au château de Versailles. Et, c'est aussi les projets que fait l'association Art Convergence. C'est permettre justement de faire des projets ensemble et des gros projets. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà eu au cours de ta vie et de ces différentes dépressions que tu as eues, été hospitalisé? Non. En fait, à chaque fois, on a fait... Parce que c'est à moins d'être dans une crise phénoménale avec mise en danger d'autrui ou de soi-même, il y a un laps de temps entre une demande d'hospitalisation et une place. On en est là aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'on a demandé une hospitalisation, les doses massives de médicaments introduites au moment de la demande
m'ont toujours empêché, enfin, sorti Ouais. de l'hospitalisation. Ou même dans un établissement comme celui dans lequel tu es allé. Donc là, c'est l'hôpital de plaisir qui accueille Art Convergence, mais ce sont des personnes qui sont accompagnées au sein d'Œuvre Falleret, toutes des personnes en troubles psychiques et qui sont dans des différents établissements. Toi, pour le coup, tu n'as jamais été dans un établissement où on t'a accompagné justement dans ton trouble? Non, non, je suis pas un grand... T'en as pas eu besoin ou est-ce que ça correspondait pas? Même ces souvent on me dit ces deux films-là, tu te bats pour la cause, etc. Mais je suis pas un grand militant. J'ai confiance en l'humanité, mais je suis pas hyper à l'aise forcément avec les gens, etc. Donc même des groupes de parole, j'en ai jamais fait à titre personnel. J'en ai fait comme intervenant ou comme réalisateur, mais pas à titre personnel. Parce que autant autant c'est plus facile pour moi de me confier dans un film, autant me confier à des inconnus ou qui deviendraient des amis, j'ai du mal. Enfin, et justement, dans les ciné-débats que tu mènes, auxquels tu vas, tu arrives justement à répondre aux questions des personnes qui sont venues voir le film. Qui sont-elles d'ailleurs? Il y a de tout. Il y a des parents vraiment perdus. Il y a des malades. Il y a du monde hospitalier. Il y a des politiques qui viennent un peu aussi. Notamment, c'est l'année du handicap. Ou c'était l'année, je ne sais plus, enfin c'est le moment. Donc, mais la question, le truc qui revient à chaque fois et sur laquelle je n'ai pas de réponse à donner, parce qu'il n'y a pas de réponse à donner, c'est comment faire prendre conscience à mon enfant qu'il est malade. Et tous ces enfants qui sont dans le déni, et les parents qui sont complètement démunis face à ça. Et c'est très compliqué. Si vous prenez un malade qui est en phase haute, jamais il va accepter qu'il est malade, puisque pour lui, tout est extraordinaire. C'est un peu plus facile de le ramener à la raison quand il est en phase très basse, mais vraiment la prise de conscience de la maladie, s'accepter comme malade, c'est un moment essentiel dans le combat contre la maladie. Essentiel. Et si ça, c'est pas fait, s'il n'y a pas ce déclic-là, eh ben, les prises de médicaments sont hasardeuses, les psychothérapies ne sont pas suivies ou même ne sont pas enclenchées. Donc c'est très compliqué. Et toi, pour ça, moi j'ai eu cette chance que ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement. Naturellement. En fait, de 12 ans à 20 ans, j'ai été diagnostiqué. Donc de 12 ans à 20 ans, ça a été un peu du n'importe quoi. On m'a donné des médicaments qui n'étaient pas adéquats d'ailleurs, donc qui ont renclenché des phases maniaques. Enfin, voilà, c'était pas du tout cohérent comme traitement. Et à 20 ans, quand on m'a dit que j'étais sûrement bipolaire, moi j'ai pris ça comme une petite libération. Et quelque part comme une petite victoire qui était aussi de dire, vous voyez, c'était pas un caprice d'adolescent. Ouais, c'était pas une crise d'ado. C'était pas une crise d'ado. Et je me souviens toujours, je disais à mon père, peut-être pour le rassurer ou pour le titiller, je lui disais, bah, tu vois, si je réussis pas dans la vie, j'aurai au moins la hache. Ce qui n'est pas vrai en plus, mais voilà, c'était ma manière de dédramatiser les choses, quoi. Et les médicaments, ils font toujours partie de ta vie aujourd'hui? Ouais. Oui, je suis hyper scrupuleux. Oui, parce que tu tiens des comptes d'ailleurs. Parce que dans ton documentaire, à un moment donné, tu donnes un chiffre. Alors ça, c'était juste avant Oui, c'est un décompte que j'ai fait vite. 38 000 et quelques je sais plus quel était le chiffre, mais on doit en être là. Hein. On doit vraiment en être là. Je ne sais plus si c'était 18 ou 30 000, mais on en est là. Ouais. Donc tu tiens tes comptes précisément? Non, mais je sais très bien ce que je prends depuis suffisamment d'années. Si je prends une 3 le matin, 4 le soir, on prend une calculatrice. Mais les médicaments, c'est vraiment indispensable. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré de bipolaire qui se soit vraiment stabilisé dans le temps sans une observance stricte de l'ordonnance. Tout comme, j'insiste, je ne connais pas de bipolaire qui se soit stabilisé dans le temps sans un travail psychothérapique en parallèle. Voilà, c'est vraiment les deux trucs sur lesquels il faut travailler. Moi, j'ai vu en salle des gens qui ne s'en sortaient pas parce qu'ils ne voulaient pas prendre leurs médicaments pour ne pas grossir. Ouais. Mais est-ce que c'est une finalité d'existence? J'en suis pas sûr. Voilà. Rappelons quand même que la bipolarité est une pathologie psychiatrique. Donc j'entends par là que ce n'est pas juste des petites sautes d'humeur, c'est une pathologie importante. Un bipolaire sur 5 meurt de suicide. Donc, convoquer ces données-là, qui sont des données graves, mais convoquer ces données-là qui sont graves, les données qu'on peut s'en sortir si on suit bien son traitement, et les données qu'on ne veut pas grossir, enfin, je trouve qu'on peut vivre et autant en profiter. Voilà. Tu te confies beaucoup dans ce documentaire, justement, dans
dans cette addiction à l'alcool dont tu as souffert en plus, mais que tu as réussi à te débarrasser. Est-ce qu'après, tu as décidé de prendre soin de ton corps en disant bon, l'alcool, c'est que avec les amis et occasionnellement, et après, tu as décidé de prendre soin. Ce qui était l'alcool ou d'autres substances, mais l'alcool principalement, était un catalyseur pour moi. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la phase maniaque, quand elle est pleine, elle est tellement jouissive et tellement créative que les artistes demandent à la retrouver, en fait. Et si elle ne vient pas tous les 4 matins. Il y a mon ami Jacques-Alain Léger qui est décédé en 2013. Je fais un film sur lui, pas le prochain, celui d'après. Lui n'a jamais voulu prendre de médicaments pour toujours avoir les phases maniaques qui revenaient. Il a écrit 36 livres et c'est 36 phases maniaques. Donc ça, c'est important. Et les substances peuvent recréer ces phases maniaques. C'est une recréation artificielle. Donc c'est pour ça que moi je buvais, c'est-à-dire que c'était une manière d'associer l'alcool et mon travail. Et le choix que j'ai fait, c'est de dissocier les deux. Ça ne veut pas dire que je ne bois plus du tout. Je peux boire avec des amis. Oui, mais il n'y a pas ce rapport malsain. Il n'y a pas l'intérêt de boire. Je ne bois pas en travaillant et il n'y a plus ce rapport malsain. Pour rechercher justement cet état. Oui, et addictif. J'ai perdu ça, j'ai perdu l'addiction. Est-ce que tu connais les pouvoirs de la spiruline qui riment avec... alors, il y a juste les noms qui pourraient rimer avec héroïne, cocaïne. Non. Mais ça n'a rien à voir avec la drogue. Non, rien à voir. Mais tu as déjà testé? Oui, j'en ai déjà pris, ouais. Alors, c'est un aliment qui est méconnu, en fait. C'est un véritable aliment. On croyait que c'était une algue. C'est pas une algue, c'est une cyanobactérie. Vous savez, je pensais, moi, que c'était une c'était bactéries une qui algue, sont apparues il y a 32 milliards d'années sur Terre. 3,5 milliards d'années. Et qui sont responsables de la photosynthèse, sans doute de la vie sur Terre, qui transforme le CO2 en oxygène. Donc, c'est une bactérie qu'on trouve dans des lacs, dans des cratères de volcans, souvent dans les zones tropicales, subtropicales, des eaux stagnantes, peu chaudes, tempérées plutôt, au Soudan, en Inde, au Mexique. Voilà, et c'est une bactérie qu'on récolte sous forme verte, sous forme de fromage vert. On le voit dans le reportage, puisque je me suis rendu dans une ferme aquacole. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ce fromage vert qui est extrait, et bien ensuite on le sèche à l'air libre, à température ambiante, et on en fait ce que vous voyez là. C'est pas trafiqué. Là, c'est les spaghettis qui ont été séchés, c'est-à-dire la spiruline qui a été séchée sous forme de spaghettis. Là, ça a été un peu pilé. Et là, effectivement, ça a été aggloméré en termes de comprimés. Mais c'est complètement bio. Il n'y a pas. Et c'est pas addictif. C'est pas une drogue. Non, on conseille de l'utiliser en cure. Et c'est un super aliment. Pourquoi? Parce que dans la spiruline, il y a tout ce que l'on cherche à apporter via l'alimentation, tout. Mais vas-y, goûte. Après, on ne peut plus goûter parce que tu as mis tes doigts dedans. Alors, moi, je ne trouve pas ça très bon, honnêtement. Il faut goûter. Ah oui, mais alors là, c'est vert. Alors, il est conseillé de le saupoudrer. Comment ça se prend ton truc? Dans une salade, dans un fromage blanc, dans une compote. Là, c'est sûr que c'est pas bon. C'est très con. Ouais, c'est pas terrible. En revanche, il y a tout dans la spiruline, sauf de la vitamine C. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et puis, peut-être à la suite du reportage, c'est très vert. Oui, parce qu'elle n'a pas dosé. Alors, est-ce qu'il faut doser? Tu nous expliqueras après. On va la faire boire pendant le reportage, parce que sinon, elle va garder les dents vertes. La langue aussi. Allez, regardons ça. Je vois pas. C'est votre ferme aquacole, c'est ça? Tout à fait. Vous cultivez, on dit cultiver? Oui, on cultive la spiruline. La spiruline. Et on vient donc ramasser la petite boue un peu de spiruline. On devrait ramasser à peu près peut-être 20 litres de biomasse. Il nous envoie quand la filtration se passe bien, c'est que le bassin est plutôt propre. On récupère cette espèce de pâte à modeler en forme de spaghetti. On peut la manger, cette pâte, déjà. Voilà, ça c'est la spiruline fraîche. Donc elle est tout à fait comestible, hein. On peut en récupérer sous la petite canne. Bon, je vais goûter. Hein. C'est une texture assez légère, c'est frais. Assez fondant. Et ça n'a pas de goût particulier, je trouve, moi. Toutes les vitamines. Toutes les vitamines. Tous les oligo-éléments, les minéraux. Les minéraux. Dans les protéines, on a tous les acides aminés. Et on dit que dans 100 grammes, hein, c'est ça, de spiruline, il y a à peu près 60-70% de protéines. De protéines, tout à fait. Ouais. Ah, c'est tout? J'attendais qu'il y ait un peu plus.
Bon, on revient sur toi, là. Alors, c'est un court aperçu de ce que vous verrez dans le reportage qui sera disposé sur le site, sur la chaîne. Mais là, on voyait la phase d'écrémage, de filtration. Ensuite, l'eau avec la spiruline est répartie sur une toile avec des trous de 30 microns. Pourquoi? Parce que la spiruline, elle fait la taille d'un cheveu. C'est ça qu'on voit là. Voilà. Et donc, à un moment donné, il y a des trous un petit peu plus petits. On la récupère, on égoutte. Et ensuite, on a cette pâte verte, ce fromage vert qu'on fait sécher à l'air libre. Annabelle en a encore un petit peu. Encore? Elle en a encore un petit peu. C'est un super aliment qui serait à la fois détoxifiant, stimulant, cicatrisant, fortifiant et ferait baisser le taux de cholestérol. Je le disais tout à l'heure, la spiruline a été déclarée meilleur aliment du 21e siècle par l'OMS et aliment le plus complet de demain par l'UNESCO en raison de son exceptionnelle richesse nutritionnelle. La seule contre-indication aujourd'hui que l'on a, on croyait que c'était encore une algue il y a quelques années. Aujourd'hui, on sait que c'est une cyanobactérie, une bactérie. C'est si jamais on a trop de fer dans son organisme. Sinon, en termes de protéines, c'est pour 100 grammes, 60-70 grammes de protéines. En termes d'antioxydants, l'équivalent d'une tonne de fruits rouges. On dit que dans les fruits rouges, dans les fruits, il y a de l'antioxydant. Là, on a la même chose dans 1 kg de spiruline. Et ainsi de suite. C'est un super aliment qui a été, pour la petite histoire, redécouvert par un médecin, un scientifique belge, qui était tombé en panne dans un pays africain, dans lequel il y avait énormément de personnes atteintes de malnutrition. Et en tombant en panne, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont en train de récolter dans un lac quelque chose et qu'ils ont l'air plutôt bien portants. Et il s'aperçoit qu'il récolte cette fameuse spiruline qu'il ramène, qu'il étudie. Et depuis, c'est redevenu un aliment un petit peu à la mode, qui était connu par les peuples primitifs, comme les Aztèques. Et pourquoi on les trouve dans les cratères de volcans et d'un certain lac qui ont été fabriqués qui sont l'incidence de chutes de météorites? Très simplement parce qu'il y a énormément de sels minéraux. D'accord, mais ça reste un complément alimentaire ou un aliment à part entière? C'est un complément alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, il faut avoir une alimentation équilibrée. On le sait, une alimentation pour le bien-être. Pour le bien-être, mais ça peut venir supplémenter. Moi, je la teste depuis plusieurs Et je te sens un semaines, peu... plusieurs mois. Non, ce qui est vrai, c'est que par exemple, pour des sportifs, ça vient renforcer tout le système immunitaire. On peut déséquilibrer par la pratique intense du sport. Ça peut venir renforcer les muscles, ça peut venir tonifier. Tu le disais tout à l'heure, c'est un peu anti-inflammatoire en plus. C'est anti-inflammatoire, c'est aussi, on se lève le matin. Moi, j'ai interviewé des gens qui sont autour de moi et dont j'ai découvert qu'ils prenaient la spiruline. Ils me disent, je me suis mis à faire de la course à pied il y a X années, j'avais des problèmes de respiration, j'ai plus du tout de problème de souffle aujourd'hui, et c'est sans doute lié à ça. On peut la prendre sous forme de cure, on peut la prendre sous forme ponctuelle, d'après Bruno Châtelard, qui est le producteur qu'on voit dans le petit documentaire, le petit reportage. Je pense qu'elle ne finira pas de nous surprendre. Elle est très contrôlée dans sa production en France aujourd'hui. Elle est souvent récoltée au petit matin parce qu'elle est photosensible. Et il faut que, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la température de l'eau soit la moins élevée possible, mais ni trop froide ni trop chaude. Elle est récoltée souvent le matin par les producteurs. C'est très contrôlé, ils sont très suivis par les services sanitaires. Et c'est sans doute... un aliment d'aujourd'hui déjà et de demain, puisque de plus en plus, ça permet d'équilibrer les apports journaliers de certaines personnes. Et on le sait, si on veut préserver son bien-être, son capital bien-être, il faut avoir une alimentation équilibrée. C'est déjà un complément qui est une source de solution contre la malnutrition dans le monde. Merci Stéphane, c'était vraiment très intéressant. Alors, ce documentaire, comme tu l'as appelé, mais c'est vrai qu'on a fait une version très longue qu'on peut vous proposer sur bdmt.tv, que vous pouvez voir, tout comme ta chronique, Annabelle, aussi, qui sera visible sur bdmt.tv dans sa version intégrale longue. Rodolphe, ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? À 5 ans. Ernestine a 5 ans. Ouais. Et comment elle va? Ça va super bien. Elle est incroyable, c'est vraiment un être très singulier, elle a confiance en elle est toujours joyeuse. Et je me souviens d'un jour, j'étais fatigué, c'était au moment de la sortie du film, donc il y a 1 an et demi,
J'étais fatigué, on était à quelques jours de la sortie. Et à un moment, je me mets à pleurer. Mais c'était pas du tout la maladie, c'est juste que j'étais fatigué de la pression. Et je me dis, elle se lève, hein. Elle vient vers moi, elle me tape dans mon ventre, elle me dit bah, allez papa, faut que ça aille. Hein. Et elle avait 3 ans et demi. Ta créativité dans tout ça, elle est toujours là, elle est toujours présente. Oui, j'ai toujours des envies plus tournées vers le monde. Voilà. Moins égocentré. Moins égocentré, moins dans la douleur, plus dans... Voilà, là, je prépare... J'ai 3 docus en chantier. Je me tourne vers des formes différentes auxquelles vers lesquelles je ne pensais pas me tourner, comme le cinéma de genre ou des choses comme ça. D'accord. Voilà, je découvre des nouveaux trucs. Et les sujets que tu vas aborder? Donc là, le prochain, c'est un film sur un jeune Vosgien qui rêve de vivre en autonomie. Donc c'est un film sur l'anticonsumérisme et l'écologie. Il sortira en début 2022. Après, je fais donc un portrait de mon ami écrivain Jacques-Alain Léger, qui est un écrivain et chanteur rock, une figure un peu particulière, et qui était donc bipolaire. On s'est rencontrés comme ça, et qui lui a choisi de ne pas se soigner, et il en est mort. Et après, si tout se passe bien, normalement, je fais un film sur les expériences de mort imminente. Des expériences de mort imminente. D'accord. Tu sais, c'est oui, je vois quand les EMI, c'est les gens qui sont passés près de la mort, ou en tout cas qui y ont été et qui sont revenus, qui racontent tous les mêmes choses. Donc je fais un portrait global, sociologique, politique, mystique, scientifique de ce phénomène et ce que ça raconte de nos croyances. Bon, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Merci Rodolphe, d'être venu partager ton expérience, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens qui se posent des questions justement sur la maladie, sur le trouble bipolaire. Et en regardant donc ce documentaire, est-ce qu'on peut le voir sur différentes plateformes aujourd'hui? Oui, on peut le voir sur Vimeo. Oui. Vimeo à la demande, là. Oui. Et je crois qu'il est en location pour pas cher. On peut le voir. Donc on marque pour Ernestine. Pour Ernestine Vimeo, vous allez trouver. Bon, merci infiniment. Annabelle, Stéphane, good job. Bravo, je me suis bien amusée. Parce que je t'ai même pas demandé, parce que je sais que toi, de la spiruline, tu en prends régulièrement, même avec tes enfants. Vous consommez ça régulièrement. Et donc, on a vu, hop, mais vas-y, sers-toi. Je t'en prie. En fait, je me suis habituée au goût. Mais moi, je le prends en cachet parce que c'est le plus simple. Moi, je vais goûter, mais hors antenne, la posologie, normalement, c'est 6 ou 8 par jour dans ceux-là. En général, de le matin, du midi, de le soir. Je sais que mes enfants, je leur donne un peu. Je vais goûter, promis, je vais goûter. Je vous enverrai des photos. Mais là, à l'antenne, j'avais encore envie de vous parler. Bon, d'ici là, merci à tous les 3. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Talk Show pour rester tous optimistes et confiants. Bye bye.